Donc, bienvenue à toi, Tania, dans un monde sans limite. Merci. Je suis contente de t'accueillir ici pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis déjà longtemps, en fait. C'est cet accompagnement à la mort. Parce que moi-même, j'ai été touchée par quelqu'un qui m'a été très proche. Et puis, tu m'en parles depuis longtemps Mhm. aussi. Et je trouve que c'est un sujet qui devrait être aussi plus mis en lumière et Mhm. qui pourrait peut-être aussi apporter des choses à des gens qui le vivent Mhm. ouais, que ce soit les familles, que ce soit les patients, que ce soit les infirmiers, infirmières ou médecins. Mhm. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de t'accueillir ici C'est pour gentil. que tu puisses me parler un petit peu de ce sujet que tu vis de plus en plus dans ton Mhm. quotidien d'infirmière. Et voilà, je pense que tu as plein de petites choses à nous partager, quoi. Je vais essayer, merci. Donc bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si en premier temps, tu peux nous parler un petit peu justement déjà du contexte dans lequel tu es, histoire qu'on puisse te visualiser un peu. Oui, alors du coup, je travaille en tant qu'infirmière dans un service de soins aigus, dans un hôpital et dans un service qui accueille à la fois des patients de médecine et de chirurgie, toutes confondues, et où les patients qui sont hospitalisés bénéficient via leur assurance d'une chambre individuelle. Donc, on a également souvent affaire à des patients qui sont en fin de vie, Mhm. qui sont en soins de confort, comme on le dit chez nous, euh, pour justement pouvoir bénéficier de cette chambre individuelle pour que ce soit plus facile aussi à vivre Ouais. pour les proches et tout ça. Donc, Mhm. on a régulièrement des patients en fin de vie aussi dans notre service. Donc, tu as en fait des patients en fin de vie comme d'autres patients qui sont pas du tout là-dedans, en fait. Exactement, ouais. Juste pour voir un Voilà, peu l'ensemble, quoi. ça peut être quelqu'un qui s'est cassé le Voilà. fémur, comme voilà, Mhm. jusqu'à justement des personnes dans des phases terminales d'un cancer ou Mhm. d'une autre longue maladie. Ouais, ça. Ok. Mhm. Et justement, qu'est-ce que tu as pu un peu observer de cet accompagnement de la mort dans ton service, dans lequel tu travailles, en fait, Mhm. durant toutes ces années que tu été là-bas? Toutes ces années. Oui, alors en fait, ouais, ça fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça fait 7 ans maintenant que je travaille dans ce service. C'est déjà pas mal. Alors, ouais, c'est pas mal finalement. Peut-être pas assez pour pouvoir en faire des généralités, mais ce que j'ai pu observer effectivement, c'est que euh, encore trop fréquemment à mon goût, l'accompagnement en fin de vie, il se passe pas de manière optimale dans un hôpital de soins aigus Hmm. comme dans celui où je travaille. Euh, et où en fait on voit trop souvent tous les partis concernés euh, être en désaccord et être tiraillés. Donc je m'explique. Donc moi ce que je peux observer c'est qu'on a tout d'abord ce patient qui doit faire face à une situation qui est nouvelle ou non, progressive, brutale, peu importe, mais où il sait que la fin arrive Ouais. et il doit faire face déjà à ça. Donc lui-même, je pense, à l'intérieur de lui, il y a un genre de tiraillement Mhm. Qui se fait. chamboulement et tout ça qui se fait. À côté de ça, ben, on a la famille, les proches, pour qui c'est difficile à vivre. Donc ils sont aussi eux-mêmes dans un flou et dans une confrontation intérieure. Ouais. On a les médecins. Et là, je rappelle, du coup, on parle quand même d'un hôpital de soins aigus où quand même la mission première, c'est normalement de guérir les patients. Ouais. Hein, donc la mission des médecins dans mon service, en règle générale, C'est la guérison. c'est la guérison, c'est Mhm. de pouvoir guérir le patient De et le non pas laisser. de le voir mourir. Mhm. Donc toutes leurs décisions, elles vont aller naturellement en ce sens. Et puis il y a nous, les infirmières, où notre mission elle est un petit peu différente parce que nous, ce qu'on a envie, ben, c'est de soigner le patient, c'est de lui apporter des soins, c'est de lui apporter aussi une écoute, Du confort voilà, un aussi. soutien, Mhm. voilà, et du confort, ouais, exactement. Et donc notre mission, elle diffère un peu de celle aussi du médecin via ça. Et donc on a encore une autre, une autre opinion face à tout ça. Donc il y a quand même quatre, voilà. En tout cas, quatre. En tout cas Et quatre, voire plus. ça peut encore être plus si vient s'ajouter peut-être un oncologue ou vient Ouais. s'ajouter un psychiatre ou vient Hmm. s'ajouter...
Donc il peut y Ouais. avoir encore plusieurs avis divergents, Mhm. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde vient un petit peu avec son bagage et puis fait que la situation, elle n'est pas si simple au Ouais. final, quoi. Et donc justement, qu'est-ce que ça crée en fait, tout ce flou avec tous ces points de vue. Mm, Voilà, comment vous, en tant qu'infirmière, vous vous sentez, mm, comment le patient se sent, comment mm, les familles se sentent, entre guillemets, de ce que tu as pu observer. mhm, Et voilà, qu'est-ce que ça engendre et qu'est-ce que ça crée en fait? Quelle mhm. ambiance ça crée? Alors du coup, donc ce que ça engendre, malheureusement, bien souvent, c'est qu'on a affaire à un patient qui lui-même n'en peut plus de la situation dans laquelle il se Ouais, trouve, parce que voilà, il voit que sa vie n'est plus vraiment une vie, ouais, parce qu'il peut plus faire ce qui le maintenait en vie jusqu'à ouais. maintenant. Mhm. Ça peut être, ben, rien que de se mouvoir, Ouais, de de manger, manger, ouais. d'interagir Mhm. avec autre chose que le personnel soignant. Donc c'est plus une vie en soi. Et pour lui, ça devient plus acceptable et plus possible de Ouais. continuer comme ça. Mhm. Donc on a tout à coup un patient qui décide qu'il n'en peut plus et qui nous exprime aux infirmières qu'il n'en Ouais. peut plus euh, Et qui veut mourir. et qui veut mourir. Mhm. Et qui veut mourir. Ok. Du coup, ben, donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est que nous, on va aller redire ça au médecin, Mhm. exprimer que le patient nous a, lui, exprimé qu'il voulait Oui. mourir, qu'il voulait arrêter les traitements. Mhm. Et puis, les médecins, c'est compliqué parce que, de nouveau, comme je disais, eux, ils veulent guérir Ouais. le patient et ils vont peut-être essayer d'aller poser la question au patient. Peut-être que le patient ne va pas oser leur dire ce ils nous ont dit à nous. Parce qu'ils ressentent peut-être aussi cette chose que le médecin a envie Voilà. de créer avec le patient, en fait. Et je pense que le médecin va avoir quelque chose d'autre à proposer. Mm. Ouais, Peut-être encore un traitement qui n'aurait pas été essayé ou autre chose. Et ouais. puis, c'est comme une main tendue vers le patient. Puis le patient, il va saisir cette main Mhm. tendue. Parce que en fait, la seule main qu'on lui tend, c'est celle de on va continuer de faire des Ouais. traitements. Donc Et ça nourrit l'espoir, en fait, en ça quelque nourrit sorte. l'espoir. Mhm. Alors, voilà quoi. Et puis après, ben, il y a aussi les médecins qui vont du coup prendre en compte la famille, Mhm. forcément parce qu'on les inclut dans le Bien processus. sûr. Puis pour la famille, ben, c'est un déchirement que d'entendre que le patient veut Tout à fait. mourir, que leur proche veut mourir. Eux, ils voient ça comme si le patient avait baissé les bras, comme s'il l'abandonnait, si Mhm. voilà, il laissait tout tomber. Et c'est difficile pour eux d'entendre ça, ça les confronte à beaucoup d'émotions. Mhm. Et donc, en général, la famille va plutôt essayer de stimuler leurs proches à dire non, il faut Ouais. continuer à se battre, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Mhm. Il va aussi nous dire aux médecins et à nous, euh, nous, on veut que vous fassiez un maximum pour lui, Ouais. pour lui prolonger sa vie, Mhm. pour pas le laisser mourir. Et puis du coup, les médecins se retrouvent un petit peu aussi ballottés entre les Ouais. deux. Et puis, bah, trop souvent, vont finalement écouter la famille Mhm. plutôt que le patient. Parfois aussi en prétextant que le patient n'est plus tout à fait capable de discernement ou en disant mais voyez le patient il est un peu ambivalent parce que hier il nous a dit qu'il voulait encore faire ce scanner, qu'il voulait encore Mhm. faire ça et puis aujourd'hui il nous dit qu'il veut plus rien. Donc Mhm. est-ce qu'on peut croire un patient qui un jour nous dit rouge et le Ouais. lendemain nous dit vert? Mhm. C'est 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 compliqué. compliqué. Mais à mon sens, l'ambivalence à un stade où tu dois accepter que tu vas mourir, Mhm. elle est tout à fait normale et naturelle. Et puis, je ne pense pas qu'il faille pour autant banaliser Mhm. le fait que le patient exprime Oui. qu'il veut mourir. Parce Ouais. que c'est quand même des mots forts. Si le Mhm. patient dit qu'il veut mourir, Et surtout ce que tu euh, disais, enfin ce que tu me racontais avant cet entretien, c'était qu'il l'exprimait une fois, deux fois, mais pas que une fois, deux fois. Souvent c'était plusieurs fois mm, à plusieurs personnes, voire même aux proches, mhm, et que même parfois le proche ne peut pas entendre ça, et donc mm, il va peut-être soit le transformer parce que c'est sa seule méthode de se maintenir lui aussi c'est en ça. fait. C'est tellement fort, c'est tellement intense que voilà, c'est bien ça, C'est hein. bien ça, ouais. Ok. C'est bien ça. Mhm. Mhm.
Et donc, en fait, donc, tout ça, ça fait que finalement, le patient, il est plus au centre, si je comprends bien, en fait. Parce que finalement, il y a le médecin qui a quand même cette mission-là de guérir, et donc que pour lui, c'est comme aussi un échec de dire, ben, en fait, non, on va passer aux soins de confort. Ouais. Donc, il y a ce truc-là où, voilà, il y a cet enjeu-là. Il y a le patient qui est justement dans cette peur, et donc, en fait, il a l'impression que si il n'accepte pas l'espoir qu'on lui propose, qu'il n'y aura plus rien derrière. Ouais. Et la famille qui va être confrontée à ça et qui va pas vouloir accepter ça, et donc qui va lutter encore par-dessus tout. C'est ça. En fait, chacun a son propre bagage, son Voilà. propre vécu et sa propre mission aussi. Si on Bien revient sûr. à ce que je disais tout à l'heure, le médecin qui, lui, Ouais. veut guérir Ouais. dans un endroit de soins aigus Mhm. comme celui dans lequel je travaille. Il y a nous, avec notre bagage aussi, les infirmières, Ouais. où notre mission, c'est que le patient soit confortable. Donc Ouais. chacun, il va un petit peu de sa propre perception, Mhm. de son avis, de comment la situation, elle serait Ouais. le mieux, Juste par rapport à leur juste, regard, voilà, quoi. par rapport à leur regard, par rapport à leur vécu. Mm. Donc je pense, voilà, finalement, comme tu disais, le patient, il est plus au centre parce que il y a cet ego de chaque personne qui est confronté, en fait. Et du coup, on a de la peine, chacun, à faire table rase de ça, puis de dire, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'il veut le patient exactement? Ouais. Au-delà de ce que moi, je pense qui serait mieux pour lui. Qu'est-ce que lui, Ouais, et il puis veut? par rapport à sa réussite personnelle. C'est, moi, j'ai réussi à le soigner, donc, ou à le guérir, entre guillemets, donc c'est une victoire. Ou moi, j'ai réussi à écouter ses besoins, donc c'est une victoire. Ou moi, j'ai Oui, réussi à... Voilà, et donc en fait, c'est de peut-être enlever cette réussite, cet objectif ouais, derrière, pour revenir aux réels besoins du patient, si voilà, j'entends bien ça. c'est ça, c'est ça. Ok. Mhm. Et donc justement, je crois que de ce que tu m'as expliqué, c'est aussi que, en fait, d'une fois que tu n'écoutes pas les besoins du patient, donc il y a une machine un peu infernale qui s'enclenche aussi, entre guillemets, si on peut la nommer comme ça, où il y aura peut-être d'autres propositions, il y aura justement la famille qui pousse, etc. Comment il se sent le patient à ce moment-là? Jusqu'où ça va? Et qu'est-ce que tu as pu justement observer dans ces moments-là, Mm. peut-être dans la souffrance du patient, dans ce truc où il se pousse mais qu'il a peut-être plus envie? Mm. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait vraiment pour le Mm. patient lui-même en fait? Bon, alors après, bon, chaque situation est différente, Bien chaque sûr. patient est différent, mais c'est vrai que le fait de voir autant de personnes qui gravitent, je pense, qui gravitent autour de soi, et puis chacun il va un petit peu rajouter son grain de sel, bah, le patient, en fait, il se sent pas écouté, Mhm. et puis il aura aussi envie de faire plaisir. Ouais. Il aura envie de ne pas décevoir. Mhm. Donc si la famille dit mais non, il faut te battre, alors il va essayer de se battre, mais Ouais, il bien n'a plus sûr. la force de se battre. Mm. Donc il va essayer de faire un maximum, mais ça va l'épuiser, ça va lui procurer des douleurs, ça va lui procurer une détresse psychologique aussi. Ouais. Après, ben, il y a les médecins, comme je disais tout à l'heure, qui proposent encore peut-être des solutions thérapeutiques. Mhm. Et puis, bah, comme je disais, c'est une main tendue. De refuser cette main tendue, ben, ce serait... C'est un peu rejeter aussi ouais, les propositions. Et ce serait rejeter les propositions et puis de se condamner soi-même, en fait, ce qui n'est pas évident non plus. Ouais. Parce que c'est la seule main tendue. Si on entend une autre main qui dit, bon, alors maintenant, en point de vue de tout ce qui est traitement, on ne peut plus rien vous proposer qui soit au niveau de la balance bénéfice-risque, qui soit profitable pour vous, mais ça ne veut pas dire qu'on vous laisse tomber. Ouais, ça veut pas dire qu'il n'y aura plus rien du tout, quoi. Voilà, on peut vous proposer d'autres choses. Si on tend une autre main qui pourrait saisir, Ouais. je pense qu'on verrait plein de patients saisir Ça va cette le autre soulager. main, en fait. Ouais. Et donc justement, par rapport à tout ce contexte, vous, en tant qu'infirmière, comment vous le vivez d'être en fait déjà au plus proche du patient? Parce que c'est quand même vous qui êtes quand même constamment en train de faire des soins aux patients, avec tout cet ensemble, tous ces critères, tous ces éléments extérieurs aussi. Comment vous le vivez au quotidien en fait? C'est vrai que nous, dans le service dans lequel je travaille, on parle beaucoup avec les collègues de tout ça. Hein. C'est vraiment un sujet qui touche la plupart d'entre nous, je pense toutes en fait, toutes et tous. Et du coup, c'est vrai qu'on en parle et puis bien souvent, nos ressentis, ils s'accordent pas mal, quoi. Donc souvent, on se sent un peu démunis parce que nous, on a
on a entendu ce que le patient nous a dit, on a parfois essayé d'investiguer un petit peu, creuser. Est-ce que vraiment ce que le patient nous dit là, c'est vraiment qu'il veut mourir ou c'est qu'il en a marre et puis qu'il aimerait qu'on lui propose d'autres solutions parce que là, il n'a pas le moral et il n'en peut plus parce que c'est peut-être déguisé. Ouais, bien sûr. Mais quand vraiment, là, il nous dit, moi, mais faites quelque chose, je veux partir, je veux mourir. Quand on est devant ce fait-là et puis qu'on va en parler au médecin et puis qu'on a en face un médecin qui nous répond que le patient n'est pas capable de discernement, qu'il est ambivalent et tout ça, qu'on se retrouve un peu face à un mur. Parfois même, on a le sentiment d'être un peu, nous, accusés de vouloir faire mourir un patient. Ouais. Et c'est vrai que ça nous heurte parce que bien sûr que non, on ne veut pas faire mourir les gens, on veut juste leur apporter le mieux pour la condition dans laquelle ils sont en fait, c'est exactement à la ça. santé, en fait. Donc il y a ça. Moi personnellement, je ne sais pas si c'est le cas de mes collègues, mais aussi ce que ça me provoque, c'est que il y a parfois où j'aimerais être du côté de la balance, où je suis aussi la personne qui encourage, qui donne espoir aux patients. Allez, on va continuer de tout faire pour vous, on va essayer de vous soigner. Si on y croit, si vous y croyez, cette thérapie, ce traitement, il va peut-être fonctionner. Voilà, j'ai envie d'être de ce côté-là. Mais étant donné que les médecins ont tendance à en faire trop, moi j'ai tendance à basculer de l'autre côté de la balance où justement je répète un peu en boucle au médecin, non mais là il dit qu'il ne veut plus tout ça, il en a marre, il veut arrêter. Et puis oui, ce que je dis, je le pense et ça me tient à cœur de défendre le patient, mais de temps en temps j'aimerais bien être un peu au milieu de la balance et puis d'avoir un bon équilibre entre j'essaye de donner espoir au patient, mais tout en respectant son choix. Et tout en étant franche, en fait, face aux possibilités qu'il y a. C'est ça. Être dans le vrai, quoi. Ouais. De ne pas mentir ou de ne pas protéger le patient de cette peut-être mort, en fait. Exactement. Ouais. Et donc, justement, quelles seraient un petit peu les propositions que tu ferais pour le patient, en fait, ou quelle serait justement la solution, si on peut parler de solution, il n'y a jamais une solution définitive, mais pour justement qu'il y ait un mieux-être et que cet accompagnement se fasse de manière plus juste et plus centrée sur le patient. Alors, oui, je pense déjà une chose qui pourrait vraiment aider pour cet accompagnement et pour cette acceptation aussi pour le patient lui-même, ce serait déjà d'anticiper ce moment. Parce que on voit dans des maladies qui sont plus ou moins longues et progressives, quand même qu'il y a un moment donné où on se rend compte qu'on est encore dans le thérapeutique, mais on est dans du thérapeutique où on sait que ça ne va pas guérir la personne, que ça va peut-être diminuer la progression du cancer, par exemple, diminuer les symptômes ou des choses comme ça. Donc, ça vaut encore la peine de faire ces traitements, mais qu'il va arriver peut-être à un moment donné où si tout ça ne fonctionne pas, on ne pourra pas empêcher l'inévitable, donc qui est les soins de confort et la mort. Mais souvent, très souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, on fait tout ce qui est possible, voire plus, jusqu'à presque épuiser le patient de chimiothérapie, de traitements lourds, avec énormément de médicaments à avaler. S'il n'est plus capable d'avaler, ce sera une sonde nasogastrique qu'on va poser pour passer les médicaments. Ça va être plein de choses plus ou moins invasives et inconfortables pour le patient. Et puis, quand on verra que tout ça n'a pas fonctionné, un médecin va venir et puis expliquer au patient et à ses proches, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais il n'y a plus rien à faire et donc on va passer à des soins de confort. Mais ça, c'est brutal, parce que hier, on faisait tout ce qui était possible et puis aujourd'hui, on ne fait plus rien. Et comment le patient il vit ça, je ne pourrais même pas dire comment il le vit, mais c'est brutal. Pour les proches, c'est brutal aussi. Donc pour moi, une des solutions, ce serait quand même de pouvoir un peu anticiper ça, autant que possible. Et puis de dire, voilà, alors aujourd'hui, on a encore des traitements à vous proposer. On va tout faire, on va faire un maximum. Si vous voulez vous battre, on va se battre avec vous. À un moment donné, si on s'aperçoit que c'est plus favorable pour vous, que ça vous apporte
plus de mal que de bien au final. Si vous, à un moment donné, vous n'avez plus envie de tout ça, si ça vous coûte trop, ben, il y a toujours un moment donné où on va pouvoir s'arrêter et il y aura autre chose qu'on pourra vous proposer qui sera ce qu'on appelle les soins de confort. On peut les appeler comme on veut, mais l'accompagnement, l'accompagnement pour que vous puissiez partir voilà, bien, en fait. voilà, le trajet jusqu'au moment de la mort, il se passe au mieux pour lui. Et je pense que si le patient il sait déjà un petit peu ça en amont, là on est en train de se battre, là on est en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir. Mais si ça ne fonctionne pas, je suis pas laissée à l'abandon. Je tombe pas des nues non plus. Je sais qu'il y a toujours une possibilité que ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que je vais être délaissée là dans mon lit puis attendre que la mort me prenne ou est-ce que je vais être accompagnée, soutenue et tout ça? Et pour la famille, la même chose. Ils auront peut-être le temps de faire un cheminement. Déjà, et puis, pour qu'au moment même, il y a réel accompagnement pour qu'ils puissent être aidants aussi pour leurs proches. Parce que d'être devant le fait accompli, c'est compliqué après d'aller aider quelqu'un, quoi. Donc, je pensais donc à ça, à cette anticipation. Je pense qu'au sein même d'une équipe comme ça qui prend en charge souvent des personnes en fin de vie, et je pense que c'est probablement le cas dans d'autres milieux que dans les soins aigus, mais chez nous, en tout cas, je pense que c'est important que du coup, tous les corps de métier, toutes les personnes qui gravitent autour du proche, du patient, donc également ses proches, puissent avoir une conversation, une communication qui soit ouverte et libre, où chacun peut exprimer ce qu'il ressent par rapport au patient. Chacun peut peut-être amener ses idées, et toujours en veillant bien à ce que, ok, on va faire ça, est-ce que ça c'est dans le bien du patient, c'est dans le... Voilà, c'est pour le bien du patient, c'est pour le bien de qui ici. Et c'est bien important, je pense, de toujours ramener, dire est-ce que voilà, on va faire ça, et ça va être profitable à qui. Je pense que c'est important que ce soit toujours la réponse au patient. Et que finalement tout le monde soit sur le même piédestal en fait, pour justement prendre une décision ensemble et qu'il n'y a pas tout le monde qui se tiraille les uns avec les autres. Exactement, ouais. Puis de la tolérance entre nous, parce que je pense que voilà, chacun a son vécu, chacun a son bagage, c'est pas la peine d'aller montrer du doigt, en fait. Voilà, exactement. Chacun fait ce qu'il peut au final, quoi. Et voilà, et je sais plus s'il y avait autre chose. Est-ce qu'il y avait encore autre chose Une des solutions, Ouais, non, c'était juste Ouais, tu as parlé de cette balance, mais il y avait aussi quelle chose importante pour lui ou de mourir, non? Oui, ouais, Quelles seraient les choses importantes, c'est ça que tu disais, de demander au patient quelles étaient justement les choses importantes pour lui avant de mourir. Comment accompagner au mieux une personne, c'est déjà de lui demander comment elle souhaite être accompagnée. Est-ce qu'elle veut qu'il y ait beaucoup de gens autour de lui? Est-ce qu'elle veut vivre ça de manière un peu solitaire? Est-ce qu'elle veut qu'il y ait un aumônier qui vient? Est-ce qu'elle veut qu'il y ait peu importe de quelle confession, de quelle religion, est-ce qu'elle veut que ça se passe de manière religieuse? Est-ce qu'elle a besoin de pouvoir encore goûter à quelques plaisirs? Enfin, qu'est-ce que la personne veut? Puis l'accompagner en ce sens, parce qu'effectivement on aura tous une manière différente de voir... De sentir et de vivre cette étape-là, en fait. Voilà. Donc je pense que c'est ça surtout, c'est de regarder avec cette personne, qu'est-ce que nous, on peut faire pour que lui se sente mieux. Dans ce passage-là. Ok, et puis il y avait aussi un autre truc, en fait, en discutant avec toi aussi, c'était le fait de ne pas infantiliser, donc je l'ai déjà dit un petit peu avant, mais peut-être de le redire, c'est que en fait, quand on est face à un patient, vu que la mort c'est quand même un sujet bien tabou, un sujet qui fait peur, un sujet qu'on a toujours protégé, en fait, les enfants, on a tous été protégés de la mort, on a tous été justement un peu mis de côté quand il y avait une histoire de mort et on n'a jamais pu vraiment voir, on n'a peut-être même pas pu participer à un enterrement, et donc en fait ça a créé cette insécurité-là, et c'est comme si au moment... Moi, ce que je ressens, c'est qu'au moment où il y a justement cette mort qui revient, c'est comme si on devait reprotéger cette personne de sa propre mort, en fait. Et finalement, c'est très infantilisant et c'est de nouveau retirer un petit peu, je sais pas, sa dignité finalement, retirer un peu sa dignité, retirer qui elle est un petit peu dans tout ça. Son autodétermination, parce que finalement, c'est vrai que...
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mm. tu dis. Déjà, c'est vrai qu'on vit dans une société, parce que c'est vrai que ça se passe pas forcément comme ça Non, partout. voilà, dans chacun des pays, Ouais, chacune des cultures. Donc, mais c'est vrai que nous, on a spécialement une culture où la mort, c'est plutôt quelque chose de tabou, où le ouais, deuil se fait plutôt de manière cachée. ouais, C'est vrai. Donc, c'est clair que ça n'aide pas à mm, l'accompagnement. c'est ça. Je pense que effectivement, comme tu le dis, si déjà en amont, dès le Mhm. départ, on pouvait essayer de rendre C'est un peu la plus, mort un peu plus, voilà, un peu plus un légère peu et plus plutôt légère, comme un rituel, de quoi, de la passage. considérer toute, chacun autant que nous sommes, hein, que là je parle pas des Ouais, infirmiers, des médecins, n'importe qui, si chacun d'entre nous, on essaye de voir la mort plutôt comme une étape de la vie et non ouais, pas une fin de la vie, ouais, peu importe les croyances qu'on a de ce qui va se passer après ou non, ouais, mais si déjà on arrive à se dire ben, la mort ça fait partie de la vie ouais. et qui que nous sommes, On devra passer on va par là. passer par là. Mm, Voilà, c'est donc sûr. euh, je dis pas alors à ce moment-là c'est clair que la mort ça peut faire peur Bah, bien sûr. pour diverses raisons et puis le but c'est pas d'arriver où personne n'aurait peur de la mort, Ouais, c'est pas le but ultime, mais le but quand même c'est de se dire ben voilà on va passer par là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'on que en je fait? peux mettre en place Mhm. même en amont même avant pour que ça se passe de Au la mieux. moins enfin, de la façon la moins terrible Ouais. possible Mhm. pour que ça se La passe moins traumatique, en fait. la Parce que moins ça peut être traumatique. des gros traumatismes dans la famille, Mm, même pour la personne qui meurt, en fait. eh oui. Parce que je veux dire, il y a quand même des choses qui sont enregistrées, qui sont. Je veux dire, je pense que Mm, c'est pas anodin comment on termine notre vie. tout à fait. Après, voilà, mais. Donc oui, si dès le départ, à nos enfants et tout ça, on est Mhm. capable de pouvoir parler de manière un peu simple et légère de Ouais. la mort, oui, je pense Mhm. que déjà, ça, si l'image de la mort, elle change déjà, je Ouais. pense que au Ouais. moment où ça doit nous arriver, où on doit vivre le truc, Mhm. Ça sera moins ça traumatique. peut déjà se passer un peu mieux, ouais, Mhm. c'est vrai. Et donc, pour terminer, en tout cas, ce petit témoignage, si tu pouvais dire quelque chose justement aux familles qui sont dans ce cas-là, avec des gens proches, des gens qu'ils aiment, voilà, qu'est-ce que tu pourrais juste leur rapporter aujourd'hui par rapport à cet accompagnement? Même si c'est pas facile, Ouais. même si c'est tes mots d'infirmière, effectivement. Mais voilà, il y a peut-être quelques petits trucs que tu aurais juste envie de leur partager et de transmettre là aujourd'hui. Mhm. Ben, disons que ce que j'aurais à leur dire, c'est que ben, pour eux, c'est c'est pas leur mort, c'est la mort d'un proche, et c'est Mhm, quelque chose qui va beaucoup les impacter et qui va les rendre tristes mhm, et qui va être ouais, ça va être une épreuve qui est difficile pour mhm. eux et c'est important qu'ils puissent vivre ce moment comme voilà comme ils se sentent de le Ouais, vivre. C'est important que s'il y a des émotions qui sortent, ben de laisser sortir ces mhm. émotions, de ne pas vouloir Les couper. les couper. Mm. Ça, je pense que c'est très important de se donner vraiment un temps pour s'écouter eux-mêmes Ouais. de qu'est-ce qu'ils ressentent. Ça, je pense que c'est très important. Maintenant, la chose que j'aurais envie de dire en tant qu'infirmière, c'est que afin de pouvoir être un, un, un bon soutien à notre proche qui est en fin de vie, qui va mourir, c'est de pouvoir être vraiment à l'écoute Mhm, de ce que notre proche a envie de nous dire, lui laisser l'occasion de nous dire tout ça, ouais. qu'il en peut plus, qu'il a envie de mourir, Ouais. et de ne surtout pas le Mhm, culpabiliser de ça. ouais. Quand bien même ça nous procure des émotions fortes, que ça vient nous bousculer, qu'on ne Ouais. comprend pas pourquoi, qu'on n'arrive pas à accepter pourquoi, mais de savoir entendre ça. Mhm. Et vraiment essayer de ne pas le culpabiliser de ça, parce que pour lui, c'est probablement, sans doute, déjà une décision Très très difficile. difficile à prendre. Et il sait d'avance qu'il va faire de la peine aux gens qui Mhm, l'entourent. Alors, si les gens lui font ressentir encore ça, pour lui, c'est clair que la transition, ouais. elle va pas bien se passer, Mhm, ça c'est sûr. mhm. Donc, Il y aurait ça. voilà, il y aurait ça, ce serait vraiment d'être bah, voilà, d'être à l'écoute, de ne pas culpabiliser la personne. Ouais. Et puis, si vous vous sentez d'être un bon soutien Mhm, et tout ça, bah, tant mieux, parce qu'il y a rien de plus beau justement que de voir justement une famille qui est unie et puis qui vient soutenir
leurs proches en fin de vie. C'est très beau. Encore dernièrement, j'ai vu ça à l'hôpital d'une famille qui avait accompagné une patiente chez nous et puis qui avait apporté mais tellement d'amour. C'était tellement beau, avait apporté des symboles, des choses qui ont fait que la chambre d'hôpital elle s'était tout à coup transformée en sanctuaire avec plein d'objets un peu... Un bel endroit, quoi, ouais, en fait. c'était un bel endroit, ouais. Et Mhm. qui, du coup, respirait plus la vie que la mort, en Ouais, fait. ouais. Donc, Mhm. si les gens, si vous vous sentez de faire ça, c'est super. Si les émotions sont trop fortes et puis que vous avez l'impression que c'est pas possible pour vous d'être aidante et de pouvoir accompagner le proche, d'aller faire appel à des gens Ouais. qui peuvent vous soutenir la Mhm. personne malade, mais en tout cas de pas, voilà, de vraiment essayer de faire en sorte que ce passage-là qui lui appartient se passe au mieux pour lui. Ouais. Voilà. Mhm. Et de pouvoir mettre un petit peu de côté voilà, ce que ça me fait à moi pour que ce moment qui, voilà, qui va vivre, alors il va vivre, en tout cas dans cette vie-là, il Ouais. va le vivre qu'une fois. Ouais. Mhm. Alors il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc s'il y a des choses qui ont été dites et tout, après il y a des regrets. Mhm. Voilà, le plus important, c'est de dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que lui, il a envie, et puis aller en ce Ouais. sens-là. Je pense que c'est le plus important. Et ce qu'on disait Et aussi, c'était d'apporter un peu ce côté joyeux en lui faisant peut-être un dernier plaisir ou mm, que ce soit manger une glace, que ce soit mm, voir quelqu'un qu'il a très envie de revoir mm, encore ou peu importe en fait. Et c'est vrai que de ramener de la vie et de la joie sans garder ce focus sur la ouais, mort, sur le drame, sur la souffrance, peut aussi amener un peu plus de mm, légèreté et de réconfort et en fait un accompagnement et un réconfort pour tous en fait, et oui, peut-être pour la famille comme pour le patient et mm, donc ça peut peut-être voilà, et c'est ça. amener quelque chose de beau Parce aussi qu'il quoi. il y a encore, même dans la mort, même dans l'accompagnement Mhm. vers la mort, il y a de la Oui, vie. bah Il oui, faut rendre le processus le plus vivant possible et le ouais, plus joyeux ouais, possible. Donc, effectivement, ouais, si chaque petite chose qui peut venir égayer sa mhm, journée qui est déjà morose, parce que bon, à ouais, l'hôpital, voilà quoi, c'est pas non c'est plus pas la fête, quoi. mhm, Donc, c'est vrai que chaque petite chose que les proches peuvent faire pour égayer un peu la mhm, journée, c'est, ce serait vraiment ouais. génial, quoi. Et, et le patient va se sentir vraiment entendu et coucouné en Mhm. fait dans ce moment-là. En fait, Ouais. il va certainement plus se sentir Mhm. seul Ouais. dans ce que je ressens en tout cas. Il se Mhm. sentira moins seul Moins et seul et puis moins à se battre mhm, pour voilà, quelque chose qui finalement on ouais, devrait pas avoir à se battre ouais, pour pouvoir mourir en paix. voilà. Mhm. Donc voilà, Voilà, ce bah serait un petit peu ça. merci beaucoup. Merci à toi. Et puis ben, j'espère que ça aura pu apporter des belles choses aux personnes qui vont t'écouter, J'espère mais j'en aussi. suis sûre. Et puis voilà, à tout Merci bientôt. beaucoup. Plein de bisous! Des